Maître Yi vient d'être rajouté à Legends of Runeterra, et je me suis dit que c'était le moment parfait pour parler de son lore. Il y a deux histoires qui accompagnent la biographie de Maître Yi, les Lames des Poètes et Retour au foyer. Les événements de Lames des Poètes ont eu lieu avant l'invasion d'Ionia, quand Yi a seulement 15 ans, alors que ceux de Retour au foyer sont bien plus récents. Quant aux événements racontés avec les nouvelles cartes de Legends of Runeterra, c'est un petit peu compliqué, je vous expliquerai. Commençons. Maître Yi a grandi dans le village de Wuju, qui se trouve en haut d'une montagne sur une île directement au sud du Placidium de Navori à Ionia. Ce village a été fondé par des épéistes légendaires, gardiens de la technique Wuju. Pour eux, le Wuju était un art, et leur technique n'était en aucun cas à être utilisée pour faire couler du sang. C'est pour cette raison qu'ils gardaient leur savoir caché du reste du monde, et ce n'était qu'après avoir prouvé qu'ils avaient véritablement compris la philosophie Wuju que les apprentis avaient le droit d'avoir une épée aiguisée. Yi était le fils de deux forgerons, Fahir et Email, et un véritable prodige à l'épée. Alors qu'il n'avait que 11 ans, il a été accepté comme apprenti de l'art Wuju sous la tutelle du maître Hurong. Il y a plusieurs piliers à cet art, les postures et mouvements à l'épée, la méditation, la connaissance des poèmes et chants des livres Wuju, et la connexion au royaume spirituel, qui leur permet d'imprégner leur arme d'énergie. Malheureusement, comme on l'apprend dans l'histoire L'âme des poètes, Yi arrivait à rentrer en contact avec le royaume spirituel, mais n'arrivait pas à puiser dans son énergie. Pour tenter de régler ce problème, le jeune Yi est envoyé s'entraîner avec Maître Doran. Oui, le forgeron légendaire Doran, créateur des anneaux de Doran, bouclier de Doran et surtout épée de Doran. Ce personnage un petit peu caché du lore venait en fait du village Wuju. Cette histoire fait environ 20 pages, donc je vais essayer de résumer du mieux que je peux. Maître Doran est assez particulier. Il ne pratique pas lui-même le Wuju et se comporte de manière assez loufoque par rapport aux attentes de Yi, qui pensait qu'il allait suivre un entraînement à l'épée. En fait, Doran va simplement l'emmener se promener. Mais avant tout, il lui donne un sac rempli d'épées qu'il devrait porter sur son dos tout le long du voyage. Il lui annonce tout de même que dans le lot, il y en a une qui sera pour lui, ce qui étonne franchement Yi. Comme je l'ai dit, il fallait mériter le droit d'avoir une épée aiguisée. Ils quittent donc le village Wuju et partent en direction d'un lieu sacré caché dans les montagnes. Bien évidemment, Maître Doran ne dit rien à Yi concernant leur destination. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est en haut de la montagne. La route est longue et Doran choisit de faire un petit arrêt pour grignoter quelques gâteaux de riz. Et Yi va en profiter pour méditer. Et à sa surprise, il plonge directement dans le royaume spirituel. Il va avoir une vision dans laquelle il observe son village et ses habitants, mais pas tout à fait. Les maisons n'étaient plus des constructions, mais plutôt des sculptures, comme si la pierre du sol avait elle-même décidé de prendre la forme de 4 murs, et que les arbres avaient poussé pour devenir le toit. Il voit également Maître Doran à son atelier, mais plutôt qu'un marteau et une enclume, le maître utilisait de la magie pour faire pousser des plantes et leur donner la forme qu'il voulait. Yi se promène donc dans cette étrange copie de son village jusqu'à ce qu'un clairon sonne et tous les villageois se ressemblent dans une grotte. Ils parlent une langue que Yi ne peut pas comprendre et ont l'air de planifier quelque chose. Et quand la réunion se termine, ils se transforment tous en oiseaux et se dispersent. Il ne reste plus que Doran qui se tourne alors vers Yi et lui adresse la parole. Cette fois-ci, Yi peut le comprendre. Toi, tu suis la voie du Wuju ? J'ai déjà rencontré des praticiens du Wuju. Vous travaillez dur pour insuffler un peu de puissance du royaume spirituel à une arme. C'est d'un mauvais goût. Pourtant, cette imitation vous suffit pour rentrer dans le domaine des forts. Yi est confus, et l'esprit qui lui parle reste très mystérieux. Il lui dit même qu'il peut voler, mais qu'il ne sait juste pas comment faire. Yi se réveille alors, toujours confus, mais ne préfère rien dire à Maître Doran tant qu'il ne comprend pas lui-même ce qui se passe. Ils reprennent alors la route jusqu'à ce qu'ils arrivent aux chutes de brume. Et il se peut que vous ayez déjà entendu parler de cet endroit. C'est le lieu d'une ancienne bataille entre des titans venus des cieux et les Vastaya Shirei, les ancêtres des Vastaya. C'est une vallée remplie d'une brume épaisse avec des armes de toute taille plantées dans le sol, certaines faisant plusieurs dizaines de mètres de long. Yi ressent tout de suite la présence d'esprit à travers la brume. Doran explique alors enfin pourquoi il a voulu venir là. Une fois toutes les 4 saisons, au crépuscule, la brume se dissipe. Et Doran apporte ses créations ici, accompagnées d'un poème pour les esprits, pour qu'ils y imprègnent leur bénédiction. Voici la citation du texte. On disait que les esprits de chute de brume bénissaient les armes pour le combat. Quand je suis enfin venu ici, j'ai découvert que c'était le contraire. L'antique bataille a bouleversé l'équilibre de ce lieu. C'est pourquoi les esprits de la vallée détestent la violence. Ils bannissent les armes, mais leurs bénédictions perdent tout effet dès que leurs armes sont utilisées pour verser le sang. La plupart des armuriers ont cessé de venir ici après l'avoir compris. Je suis le seul à avoir su gagner des bénédictions qui durent. Tu comprends pourquoi ? Yi approuva de la tête. C'est parce que vous forgez des sabres pour les épéistes Wuju. Or, nous refusons de tuer. C'est exact. C'est pour ça que je suis resté à Wuju. Toute ma vie, j'ai voulu créer les meilleures lames du monde, mais
pas pour le combat. Seuls les épéistes Wuzhou voient les armes comme moi. Doran lui explique également que c'est ici que Maître Wurong, le chef des Wuzhou, a atteint l'illumination, et qu'il avait lui-même laissé un poème également. Quand Yi s'approche de l'épée sur laquelle se trouve ce poème, il se retrouve à nouveau dans une vision. L'esprit qui avait pris la forme de Doran se trouve à nouveau à ses côtés, et devant lui, des titans. 10 géants, chacun de la taille d'une petite montagne, se tenaient devant lui. Ils portaient des armures d'or et des casques étranges. Là où leurs yeux auraient dû être, 2 orbes émettaient une lueur sinistre. Leurs épées gigantesques reflétaient les rayons du soleil couchant. Leur tenue, leur posture évoquaient des dieux descendus du ciel. Au loin, 50 autres géants approchaient lentement, équipés d'armes massives. Ils s'arrêtèrent et ne bougèrent plus, comme s'ils attendaient un ordre. Entendant un vacarme derrière lui, Yi se tourna et se trouva face à une masse de visages. Derrière lui se trouvent les habitants du village qu'il avait vus dans sa première vision. Mais ils changeaient de forme maintenant. Ils prenaient des formes animales ou semi-animales, et l'esprit qui ressemblait à Doran lui explique. Vous nous appeliez les Vastaya Shairei. Nous avons remporté cette bataille. Yi est complètement incrédule. Il ne comprend pas comment c'est possible de pouvoir vaincre ces géants qui faisaient la taille d'une montagne. Mais c'est alors qu'il assiste à la bataille. Et dans cette vision du passé, Yi assiste à la puissance magique époustouflante des Vastaya Shairei, qui n'ont ni armes ni armure. Ils attaquent par la terre comme par le ciel, utilisant des lames de vent enchantées ou encore en créant des cratères dans le sol dans lesquels s'engouffrent les géants. Un de ces géants repère Yi et commence à foncer vers lui, mais le temps ralentit puis se fige. L'esprit qui ressemble à Doran continue alors son explication. La force ne vient pas des armes, elle ne vient pas des armures, elle ne vient pas des cris de ferveur d'une armée assoiffée de sang. Ce n'est pas ça la véritable force. Et c'est pour ça que Yi n'arrive pas à puiser dans le pouvoir du royaume spirituel. Sa vision de la puissance qu'il requiert ne correspond pas à ce que les esprits ont à offrir. Le style Wuzhou tire sa puissance du royaume des esprits. C'est également ainsi que les Vastaya Shairei changent de forme et manipulent les éléments. La seule différence est dans le degré de puissance utilisé. J'ignore qui a fondé le style Wuzhou, mais c'était sûrement un mage remarquable. « C'est impossible !» s'exclame Yi. « Nous sommes des épéistes, pas des mages. Des formes. Peu importe qu'on les nomme mages, prêtres ou moines, ce ne sont que des formes qu'ils adoptent. Le cœur du Wuzhou est la magie. Le cœur de l'école Wuzhou, ce sont les gens qui maîtrisent cette magie. Chaque posture martiale, chaque poème, chaque méditation que tu as étudiée n'existe que pour canaliser cette magie. Le sabre n'est pas le porteur de la magie, c'est toi qui l'es. En te concentrant à l'excès sur l'épée et la méditation, tu gaspilles trop d'attention sur ces formes inutiles. Et c'est pour cela que l'instinct des épéistes Wuzhou te manque. Oublie le sabre, oublie l'ennemi, oublie les enseignements de ton maître. Même à l'instant du contact avec le royaume spirituel, oublie que tu es en train de méditer. Cesse de te poser des questions sur tes moindres mouvements. L'esprit lui dit alors « C'est ton tour !» et le laisse affronter le géant. Yi laisse entièrement faire son instinct et finit par trancher l'épée de son adversaire en 2. Yi est tellement fier qu'il se met presque à danser. « J'ai l'impression de pouvoir trancher une montagne !» Mais bon, l'esprit le calme vite fait quand même en lui rappelant que tout ça, ça reste une vision, hein. Il a encore du chemin à faire IRL. Mais il reste tout de même sympa après. J'ai connu de nombreux disciples Wuzhou, mais toi, tu sors du lot. Ne gâche pas ta vie à poursuivre des missions vides de sens. Je vais t'apprendre autre chose encore, si tu le veux. Tu viens de Barle, donc... Et là, Yi se fait réveiller par le vrai maître Doran. Quel cliffhanger. Frustré, Yi commence même à disputer maître Doran, qui lui dit « Oh, tu étais sur le point de tuer le géant ?» Et Yi comprend alors qu'il n'est ni le seul, ni le premier à avoir eu ces visions. En fait, bon nombre d'épéistes Wuzhou les ont quand ils viennent aux chutes de brume. Doran lui demande alors s'il a appris quelque chose. Yi regarde son fourreau et sort son sabre émoussé. Il se place devant l'immense épée, ferme les yeux, inspire beaucoup d'air avec la dévotion d'un prêtre à la prière, et après quelques instants, il lève son épée et frappe, l'arme crépitant de magie. Sa puissance est telle qu'il tranche l'arme du géant, et il n'en reste plus qu'un fragment planté dans la terre. Impressionné, Doran annonce que l'entraînement est donc terminé pour aujourd'hui, et ils repartent en direction du village, laissant derrière eux les épées qui devaient être bénies. Quand Yi demande laquelle devait être la sienne, Doran lui répond que finalement, celle qu'il avait prévue pour Yi n'était plus digne de lui. Et c'est là-dessus que se termine l'histoire L'âme des poètes, et on sait que par la suite, Yi a continué son entraînement, toujours isolé du reste du monde. Il lui était même interdit de descendre de la montagne avec ses armes. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Pardon, je veux dire que tout ça a changé quand l'armée noxienne a débarqué à Ionia. D'ailleurs, on sait grâce à la biographie de Kain qu'ils sont arrivés au niveau du fleuve Epoul. Et on voit aussi sur la carte de Runeterra que, à ce jour, une partie de l'île sur laquelle Yi a grandi appartient encore à Noxus. Voyant les colonnes de fumée qui s'élevaient au-dessus des villages voisins, Yi a donc décidé de défendre sa terre et son peuple.
Tant pis pour les traditions sacrées des Wuzhou. Yi a affronté les Noxiens. Il est devenu l'homme qui valait une armée, ou le champion 1v9 si vous préférez. Et d'autres disciples Wuzhou se sont joints à lui. Le haut commandement de Noxus a compris que le Wuzhou était une trop grande menace, et ils ont alors décidé de régler le problème à la source. Ils ont attaqué de nuit, annihilant le village Wuzhou grâce à un agent chimique surpuissant. Le poison qu'ils ont utilisé a été créé par l'alchimiste Singed, et dans la BD Sang de Noxus, il y a une image où on voit Darius dans un village décimé par ses produits. On ne sait pas s'il s'agit du village de Wuzhou par contre, mais c'est tout à fait possible. À la fin de la guerre, quand il est retourné à son village en ruine et a découvert le carnage, il était anéanti. Il était désormais le dernier disciple Wuzhou, seul héritier du savoir et des traditions de son peuple. Il a enterré tous les habitants du village, son maître, ses parents, et a mis une épée en guise de pierre tombale pour chacun d'entre eux, avant de s'isoler du monde. Il s'est plongé à fond dans son entraînement pour ne pas avoir à penser au passé. Les années ont passé et Yi a commencé à douter qu'un homme seul puisse préserver un héritage entier, lorsqu'il rencontre la plus improbable des créatures, qu'il a provoquée en duel. C'était Kong, un étrange Vastaya au trait de singe, qui avait été exilé de son village parce qu'il était trop chiant. Les autres de sa tribu en avaient marre de ses farces et ils l'ont kick. Il passait donc ses journées à trouver des gens à affronter en duel et n'avait jamais perdu jusqu'au jour où il a rencontré Yi, qu'il a jeté par terre en un seul mouvement. Kong est revenu tous les jours pendant plusieurs semaines pour affronter Yi, jusqu'au jour où il l'a supplié de le prendre comme disciple. Yi était lui-même surpris d'accepter, devenant ainsi Maître Yi, et il a accordé par la même occasion le titre honorifique de son village Wu à Kong, qui est ainsi devenu Wukong. Maître Yi a retrouvé un sens à la vie grâce à l'enseignement, et il est même retourné à son village natal. Dans l'histoire Retour au foyer, Yi se rend à Wuzhou pour honorer les villageois morts pendant l'attaque des Noxiens. Mais le village et la montagne sur laquelle il se trouvait sont envahis par des espèces de ronces maléfiques. En chemin, il doit même aider une vieille dame à sortir une des bêtes de son troupeau de l'emprise de ces ronces. La vieille dame appelle même cette montagne maudite. Quand Yi arrive au village, il va au cimetière et pose une main sur la garde de chacune des épées plantées dans le sol en murmurant le nom de ceux qui sont enterrés. Quand il arrive à la tombe de Doran, il lui dit que Wukong adore son bâton, presque autant qu'il adore se moquer du casque que Doran avait donné à Maître Yi. Oui, Doran est également la personne qui a crafté l'armure de Maître Yi et le bâton magique de Wukong. Yi finit par la tombe de ses parents, Fahir et Emai, avant d'enfiler son casque et se plonger dans sa méditation. Quand il ouvre les yeux, il voit tout. La mort et la décrépitude, quelques traces de vie, les esprits qui résident dans un monde au-delà du sien, et les ronces qui piègent ces esprits. Tout est corrompu, ou le sera bientôt. Maître Yi se propulse alors à travers le village pour une session assez intense d'élagage. Il coupe toutes les ronces qu'il peut trouver, libérant ainsi les esprits. Quelques fleurs reprennent vie, les bambous se redressent, la terre le remercie pour ses efforts. Mais on apprend vite que l'effet ne sera que de courte durée. Sur un parchemin, Yi a noté le nombre de jours entre chaque défrichement. 60, 54, 41 et maintenant 30. Le chaos et le carnage qui ont eu lieu à Wuzhou sont trop importants pour que la Terre et le royaume spirituel puissent s'en remettre. Et bientôt, il faudra purifier définitivement la montagne par le feu. Mais pas maintenant, se dit-il. Pas encore. Aujourd'hui, Maître Yi et Wukong voyagent ensemble à travers Ionia. Pour citer la dernière phrase de sa biographie, Yi cherche à honorer l'héritage de sa terre perdue pour donner une véritable valeur à son titre de maître. Et avec les nouvelles cartes de Legend of Runeterra, on voit qu'il a de nouveaux disciples. On retrouve le disciple de Doran, qui visiblement tente de reproduire le savoir-faire perdu de Maître Doran. On a également le disciple Vastaya, qui vient de la tribu des Shimon comme Wukong. Et enfin, on a June, l'élève prodige. On ne sait pas d'où elle vient, mais c'est clairement la préférée de Maître Yi. On les voit d'ailleurs en train de s'entraîner à travers plusieurs splash art. Il y a également une histoire qui accompagne ces nouvelles cartes, une histoire sur les Darkin. Quand on lit le texte de la carte de Maître Yi, on apprend qu'une arme Darkin a été découverte, et qu'il la garde cachée au fond de son temple. Il s'agit de 2 lames courbes, et la carte s'appelle les Seigneurs des Darkin. Quand on lit les textes des autres cartes sorties avec cette extension, on comprend tout. Kain a appris l'existence de cette nouvelle arme Darkin, et a lancé un assaut contre le temple Wuzhou de Maître Yi. Je trouve ça particulièrement bien trouvé, vu que Kain vient de la même île que Maître Yi. Voici l'histoire que racontent ces cartes. On va commencer avec le disciple Vastaya. Sur cette carte, on voit le disciple affronter un des soldats de Kain, et plus précisément le transfuge noxien. Sur la carte du transfuge, on peut le voir pendant qu'il s'infiltre dans le temple, assassinant des gardes au fur et à mesure qu'il avance. Ting arborait un grand sourire tandis que les attaquants s'engouffraient en nombre dans le temple. Il avait enfin une chance de prouver sa valeur. Wukong, comme Yi, avait fait fi de ses talents. Il laissa certains envahisseurs s'échapper pour aller prévenir leur maître. Il était prêt. Il était le vent des Shimon.
Avec ces cartes, du coup, l'attaque du temple a déjà commencé. Et l'histoire continue avec la carte de Kain. Alors qu'un autre corps tombait au sol, Kain laissa échapper un rire jubilatoire. Il savait que bientôt, il allait libérer la deuxième arme d'Arkin qui se trouvait sous ses pieds. En son sein, Rast bouillait d'impatience. Il savait que bientôt, Kain connaîtrait enfin sa perte. Et sur le splash art de sa carte, on peut le voir en plein combat au cœur du temple. On reconnaît aussi derrière le disciple de Doran qui tente de l'attaquer de dos. Voici la carte suivante. Quand on joue au jeu, c'est avec cette carte qu'on choisit la forme que prendra Kain. Et selon notre choix, 2 suites à cette histoire sont possibles. Comme dans LoL, soit Kain se fait submerger par Rast, soit il devient l'assassin de l'ombre. Un éclair de colère féroce et soudain envahit Kain et une douleur fulgurante assaillit son crâne, le faisant tomber à genoux. Le rire triomphant de Rast résonnait tout autour de lui, moqueur et sans pitié. Kain avait toujours su que ce jour viendrait, celui où il finirait par vaincre ou par succomber face au Darkin. Et avec la carte de Rast, voilà ce qui se passe. Rast poussa un hurlement de triomphe. Après des années d'attente, de désir, il était enfin libre. Il souleva les lames de Xolani et les porta à sa langue, savourant le goût du sang frais. Il ferma les yeux de bonheur et un sourire se dessina sur son visage pour la première fois depuis des millénaires. L'heure de la moisson avait sonné. Clairement, ça se passe pas bien pour le monde des mortels. On voit June au sol et Rast tient dans ses mains les seigneurs des Darkin. Désormais en possession de 2 armes Darkin, je voudrais pas vous spoil, mais c'est la fin du monde qui s'annonce. Dans le cas où Kain prend le dessus et devient l'assassin de l'ombre, il y a une suite de cartes assez sympa à découvrir. À commencer par la carte de l'assassin de l'ombre. Un pouvoir énorme coulait dans ses veines. Libéré de l'influence du Darkin, il pouvait désormais commander toute la puissance des ombres. Kain rit, se glissant dans les ténèbres avant d'émerger un instant plus tard pour trancher silencieusement la gorge du garde devant lui. Et sur l'image, on voit maintenant Maître Yi et Kain qui s'affrontent. D'ailleurs, sur la carte de la version Level Up de Yi, on voit ce même affrontement. Les disciples de Kain et les disciples de Yi s'affrontent aussi, comme on peut le voir en arrière-plan. Maître Yi entend même que June se fait blesser. Du coin de l'œil, Yi vit l'éclair de l'acier et il entendit le bruit reconnaissable entre mille d'un corps sans vie s'écrouler au sol. Était-ce elle ? Comment avait-il pu se tromper à ce point ? Ses élèves n'étaient ni entraînés ni prêts au combat, mais il était un maître du Wuju, et ni la honte ni les ombres ne triompheraient. La suite de l'histoire se passe sur le trio de cartes Seigneur des Darkin, Choix capital et Dévastation absolue. Dans un tout pour le tout, June va tenter d'utiliser les armes Darkin pour protéger son temple. Mais le pouvoir Darkin est trop fort pour elle. Des larmes de rage roulèrent sur le visage de June alors qu'elle observait les corps jonchés au sol. Elle avait failli. Envers ses camarades, envers son maître, il ne lui restait plus qu'une chose à faire désormais. Alors que le combat faisait rage, June, désespérée et gravement blessée, entendit la voix qui murmurait dans ses pensées. « Tu ne mourras jamais », disait-elle, douce comme une pluie d'été. « Je ne le permettrai pas. » Lorsqu'elle s'empara des lames, son humanité disparut, laissant à sa place une essence haineuse qui remplit le réceptacle vide qui était autrefois l'élève June. Elle se répandit dans son corps, son cœur et son esprit, réveillant peu à peu le Darkin endormi. June se fait absorber par l'arme et devient alors Xolani. Là aussi, mauvaise nouvelle pour l'humanité. Xolani est également connue sous le nom de la déesse sans visage. C'était une des transfigurées les plus respectées et vénérées de Shurima. Le village de Xolan a été bâti autour d'une statue de cette déesse dont le visage a été détruit, d'où le nom de déesse sans visage. Malheureusement, le village a été anéanti par le néant. Et c'est à cet endroit que Talia et Kaisa ont retrouvé et affronté Rek'Sai dans la cinématique de The Call, ou l'appel. Du coup, la statue en question, c'est celle-là. Et maintenant, sa forme Darkin est revenue à la vie en prenant possession du corps de June. Les transfigurés de Shurima furent condamnés au moment où ils prirent les armes contre le néant. C'était un ennemi qui ne pouvait être vaincu, et bien que les dieux guerriers soient presque immortels, leurs esprits, eux, n'étaient pas aussi résistants. La folie les consuma tous. Xolani, autrefois une guérisseuse talentueuse et aimée de tous, commença à utiliser ses pouvoirs hémomantiques pour contrôler ses frères et ses sœurs, et très vite, la haine entre elle et Atrox donna naissance à une guerre civile. Elle est carrément à l'origine de la guerre des Darkin. Évidemment, ces histoires ne peuvent pas être canon. Déjà parce qu'on ne peut pas avoir et Kain assassin et Rast, mais aussi parce que dans les deux cas, c'est un peu genre la fin du monde quand même.
Mais on peut au moins se dire que maintenant, Maître Yi a un temple où il entraîne ses disciples. La découverte de l'arme d'Arkin et l'attaque de Kain restent des potentiels événements futurs. Comme pour la carte d'Orleans Sol, où il se débarrasse enfin de sa couronne, qui le retient prisonnier de Targon. Voilà, on en a terminé avec l'histoire de Maître Yi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Perso, moi je trouve ça incroyable qu'il ait rencontré les Vastaya Shirei et les mystérieux titans des cieux qui ont attaqué Ionia il y a 10 000 ans. Personne ne parle jamais de ça. Je tiens aussi à dire que je vais évidemment faire une vidéo détaillée sur tous les nouveaux Darkin, histoire de mettre de l'ordre dans tout ça. Alors si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. Vous pouvez aussi venir me voir sur Twitch ou rejoindre mon Discord. Les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, sur ce,